Bonjour les Amazones, je suis votre coach Madame Anaya. Je suis ravie, je suis contente de vous recevoir dans ce charmant cadre, le restaurant gastronomique Club Épicure. Je partage ce merveilleux moment, ce second podcast avec Stéphanie. Hello les riches, je suis Stéphanie Stevens, une femme aux multiples facettes. Je travaille comme cadre en entreprise, coach certifié professionnel avec une expertise en carrière et créatrice de contenu. À travers les multiples choses que je fais, mon but c'est vraiment d'aider les jeunes adultes à créer une vie à la hauteur de leur ambition. Je suis avec Stéphie, le légendaire franc-parler. Je suis Stéphie Lola, sage-femme indépendante à Kinshasa, habituée au mardi soir, les différents lives qu'on fait autour de la sexualité, la reproduction, la gynécologie. Et du coup, j'accompagne les femmes qui ne sont pas enceintes, les femmes qui sont enceintes et les femmes après l'accouchement, afin qu'elles puissent retrouver leur puissance avec toute la connaissance que je peux apporter. Et puis qu'elles puissent en fait régner quoi, et avoir confiance en elles, tout simplement. Très bien. Je suis avec Sia. Comment dire, la référence de l'élégance, de la féminité, de l'allure. Merci Anaya pour ces jolis compliments. Je tiens avant toute chose à te remercier de nous convier dans ce magnifique cadre. Sincèrement, je suis très honorée de passer cet après-midi avec des femmes aussi inspirantes que vous. Donc voilà, moi je m'appelle Sia Ophélie, j'ai différentes casquettes professionnelles, je travaille dans le secteur bancaire, mais aujourd'hui je revêt ma casquette de conseillère en image et en style. En tant que conseillère en image, ma mission est d'accompagner les hommes et les femmes à s'épanouir et à se révéler en sublimant leur style et en leur donnant toutes les clés pour se mettre en valeur. Avec les personnes que j'accompagne, nous travaillons vraiment à bâtir une image en harmonie avec votre personnalité, vos aspirations et vos objectifs. Oh, très très bien. J'ai comment on dit, de très belles brochettes. Non seulement ça, mais les têtes. Alors je vais aussi me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas. Je suis coach en bien-être, beauté et sport. Et je suis la fondatrice, on va dire fondatrice de ce pourquoi nous sommes là, le Fit Brunch, qui est une journée, c'est plus qu'un événement, c'est vraiment une rencontre entre plusieurs femmes et c'est centré sur leur bien-être et sur toutes ses formes. Mesdames, je suis franchement très 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 contente d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi. Bon appétit. Merci. C'est bon, vous aimez? Oui, très bon. Très bien. Ah, je suis contente. Je suis entourée de femmes aux multiples casquettes. Vous savez, c'est tellement important, encourageant et inspirant d'avoir un entourage aussi fourni, ou je dirais de qualité. Mes Amazones, le thème du panel pour cette 5e édition sera centré sur le monde professionnel, la féminité et le pouvoir du style comme outil de confiance en soi. Après avoir repassé ma vie professionnelle et vos parcours si inspirants, j'aimerais que notre discussion commence par le monde professionnel, ou disons la reconversion professionnelle. Stéphie, peux-tu nous donner ton parcours, s'il te plaît? Alors, moi, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je travaille en tant que sage-femme. J'ai travaillé à l'hôpital pendant plusieurs années en salle d'accouchement. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, l'hôpital, un accouchement qui est censé être physiologique, en fait, on vient intervenir dans un processus qui est censé être naturel. Et en fait, je me suis dit, mais c'est plus possible, en fait. Je peux plus rester à l'hôpital parce que, en fait, quand une femme va bien, ça se termine toujours avec des complications. Et je me suis dit, bon, moi j'ai 3 enfants. Je me suis dit, allez, moi je vais expérimenter un accouchement à la maison. Je vais accoucher seule et je vais voir comment ça se passe. J'ai accouché seule, ça s'est très bien passé avec mon mari. Je vous expliquerai les détails dans un autre podcast. Attends, quand tu dis seule, c'est... Ça veut dire seule. Ah, Ouais. ok. Ouais. Sans assistance médicale. Exactement. Et c'est là où on se dit, mais en fait, la femme, elle est tellement puissante, en fait. En fait, elle a besoin de personne. Et c'est pas parce que je suis sage-femme, parce que depuis mon accouchement, justement, j'ai accompagné, quand j'étais encore en France, les femmes à accoucher à la maison. Elles accouchaient à domicile, elles m'appelaient, je venais à n'importe quelle heure du matin, 2h, 16h, 23h. Je les accompagnais, elles accouchaient et ça se passait toujours bien.
parce qu'on respecte le processus physiologique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé ma maison de naissance qui s'appelle la maison périnatale Mwanamboka à Kinshasa pour accompagner les femmes en fait, parce que les femmes maintenant elles peuvent venir accoucher dans l'eau, accoucher à quatre pattes, accoucher debout, accoucher dans les positions physiologiques en fait qui respectent tout simplement le corps de la femme et du coup la naissance de l'enfant. Et du coup ces femmes elles sont épanouies, elles sont dans une bienveillance et voilà je cherche vraiment à sensibiliser toutes les femmes qui ne sont pas au courant qu'en fait on n'est pas obligé d'accoucher sur le dos, les jambes écartées, qu'en fait vous pouvez marcher, vous pouvez bouger, vous pouvez manger pendant le travail. Voilà, je sensibilise tout ça. Et pareil pour la gynécologie, en fait. C'est très, très bon à savoir. Ouais, c'est ça. Et même en gynéco, en fait, il y a beaucoup de sensibilisation à faire parce que les femmes ne souhaitent pas consulter des gynécos parce qu'elles ont peur. Et en fait, on peut les accompagner dans la bienveillance. Une femme n'est pas obligée de se dénuder complètement devant un médecin. On peut faire étape par étape. Il y a des choses naturelles qu'il faudrait privilégier au lieu de médicaments. En fait, le corps de la femme est tellement sacré et puissant qu'il faut le conserver. Et en fait, le fait d'avoir des médicaments, des hormones, des choses qui perturbent le corps, bah, ça entraîne beaucoup de conséquences sur notre corps humain, sur notre santé et du coup sur notre vie professionnelle. Donc voilà. Ok. C'est très bien le petit point de je peux accoucher pendant que je peux manger pendant que j'accouche. Carrément, ouais, tu peux manger, tu peux boire. Je mange beaucoup, je le cache pas, je mange beaucoup et j'aime beaucoup manger. Donc si je peux allier les deux, c'est très bien. En fait, plus tu kiffes pendant ton travail, plus tu as du plaisir, plus tu as de l'ocytocine qui est l'hormone qui donne des contractions, plus tu vas coucher rapidement en fait. Wow. Donc on ne doit pas t'interdire de manger. Si je note. Ouais. Alors, Stéphanie, comme tu l'as dit dans un de tes posts, tu as navigué dans des environnements complexes. Ou disons, tu es passé d'un métier à un autre, d'une formation à une autre. Peux-tu nous les citer et aussi dire ce que chacun d'eux t'a apporté? Ok, c'est vrai que mon parcours, il n'est pas du tout linéaire, mais je pense que c'est ce qui fait ma richesse aujourd'hui. Et peut-être d'un point de vue extérieur, ça peut paraître très instable. J'ai fait des études en communication et en business management. Ensuite, j'ai travaillé dans le luxe à Dubaï. Après ça, j'ai travaillé dans l'import-export en Ouganda, en France et dans les Caraïbes. Et aujourd'hui, je me retrouve à Kinshasa dans le secteur industriel. Et en parallèle de tout ça, j'ai toujours eu j'ai toujours été sur les réseaux sociaux où je partageais mes expatriations, ce que j'apprenais dans chaque expérience. Et à travers ça, je me suis lancée en tant que coach carrière pour justement aider les jeunes adultes à aussi trouver un métier à l'étranger, à parler avec plus de confiance au travail, surtout les femmes. Parfois, on a des grands postes, mais on manque beaucoup de confiance en nous. Donc, c'est vraiment ce travail-là que je fais avec les jeunes adultes. Et j'ai appris énormément de choses à travers toutes ces expériences. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais ce que ça m'a vraiment appris, ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est que souvent, je pense que tu avais... Souvent, on pense que c'est se réinventer. Par exemple, un jour, t'es médecin, le lendemain, t'es dentiste. J'invente, c'est un exemple. Mais pour moi, c'est pas vraiment se réinventer, mais c'est plus se révéler. Oui, se révéler à travers chaque saison de sa vie. Je crois vraiment qu'on vit, l'être humain a des saisons. Et à travers chaque saison, chaque métier, chaque pays, chaque responsabilité que j'ai eue, ça m'a révélé d'autres facettes de ma personnalité. Et c'est ce qui est beau. J'aime trop dire j'aime vivre à cause de ce genre de choses parce que c'est à travers ce genre d'expérience que on voit la beauté de la vie. Et tu as dit quelque part aussi que tu n'attends pas, je ne sais pas si je le dis bien, tu n'attends pas les opportunités, mais tu vas les chercher. Exactement, je suis assez audacieuse. Pour la petite histoire, comment j'ai trouvé mon métier, mon emploi à Kinshasa, j'ai envoyé un message sur LinkedIn à la DRH de l'entreprise où je travaille. Ils cherchaient personne. Et c'est juste à travers mon métier, c'est juste à travers mon email que, on va dire, j'ai attiré sa curiosité. Elle m'a invitée et 1 mois plus tard, ils m'ont engagée. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est de l'audace.
Mais je suis croyante, donc je pense aussi qu'il y a la grâce de Dieu qu'on a sur notre vie, mais il faut savoir s'attirer la faveur des hommes. Et la faveur des hommes, c'est à travers notre caractère, notre façon de faire, l'audace, la confiance en soi, comment tu te présentes. On va parler des vêtements, je pense que la présentation aussi, c'est très important. Donc vraiment, à travers mon parcours, je pense qu'il y a la faveur de Dieu, mais celle des hommes aussi qu'on peut susciter à travers notre façon d'être, tout simplement. Sia, tu travailles dans le milieu, est-ce qu'on dit bancaire ou banquier? Je ne sais plus. Secteur bancaire. Merci. C'est toujours bon à savoir. Et tu es conseillère en images. Comment tu en es arrivée là? Quel a été l'élément déclencheur? Alors pour moi, si je dois un peu faire un récap de mon parcours scolaire et professionnel, moi j'ai fait un master en International Business and Management et il faut savoir que avant même que j'ai finalisé mon master, j'ai été approchée par une banque privée en Belgique qui voulait déjà me signer et me sécuriser un emploi juste après ma graduation en fait. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on entendait que le secteur était un peu bouché, que c'était un peu compliqué de trouver un travail au sortir de l'université, etc. Donc ce qu'ils me proposaient était pas mal attractif, c'était très attrayant. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai signé et donc du coup j'avais un emploi déjà sécurisé dès mon diplôme en fait dès la fin de mon année scolaire. Pas grave. Et donc voilà, j'aime bien dire qu'en fait moi j'ai pas choisi la banque, c'est la banque qui m'a choisi en fait. Donc voilà, depuis je chemine en banque depuis à peu près 7-8 ans. Ça fait déjà 7-8 ans que j'exerce dans le secteur bancaire. Et voilà comment les choses se sont un peu passées. Donc j'ai atterri dans ce secteur-là sans vraiment le choisir, sans vraiment savoir ce qui m'attendait. Mais voilà, maintenant j'y suis et j'y chemine. Et alors il s'est passé, je crois comme un peu tout le monde, t'arrives un peu à un moment de ta vie où tu te poses des questions. Et c'est vrai que j'avais en moi cette soif de pouvoir m'épanouir dans un domaine un peu plus en alignement avec mes passions. Et j'ai commencé un peu à me poser des questions. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que tu sais bien faire naturellement? Qu'est-ce qui te plaît? Dans quel domaine est-ce que tes proches te demandent des conseils? Sur quoi est-ce que les gens te complimentent souvent? Et c'est vrai qu'il s'est révélé que c'était un peu la manière de s'habiller, de se mettre en valeur, le style, etc. Et donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai entamé une formation de conseillère en images. Alors, je tiens quand même à faire une petite parenthèse sur l'aspect formation. Parce que, moi, personnellement, je suis chrétienne et je crois que le Seigneur a déposé en chacun d'entre nous des dons et des talents, des choses qu'on peut faire naturellement. Mais j'ai trouvé qu'il était quand même plus judicieux d'entamer une formation dans le secteur afin d'apporter une réelle plus-value sur le marché et de pouvoir aussi exercer selon une méthodologie bien concrète et de manière et aussi de manière plus professionnelle en fait, parce qu'il s'agit pas uniquement de dire on me complimente sur la manière dont je m'habille bien, donc je commence à conseiller les autres. Il y a tout un tas de bons procédés derrière, il y a une méthodologie bien spécifique. Et donc voilà, donc maintenant on va dire que ça me permet aussi d'exercer de manière plus sereine avec toutes les compétences nécessaires. Et si je peux juste clôturer cette question en encourageant vraiment toutes les personnes qui ont un projet à cœur mais qui ont peut-être un peu qui ont peur de se lancer, qui ont peur du regard des autres, franchement, lancez-vous, marchez dans l'assurance que vous allez réussir, ayez foi en vous. Voilà. Oh, je dirais amen. Alors avant notre pause thé, j'ai une question pour nous toutes. Est-ce que vous considérez je dirais pas reconversion, parce que tu as donné un... Se révéler. Se révéler, donc cette révélation, nouvelle révélation, on va dire, personnelle. Non, je vais dire reconversion, parce que reconversion professionnelle comme un échec. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, c'est un débat ouvert, mais tu as dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui vont te considérer comme instable, surtout en Afrique. Je sais pas si c'est partout comme ça. Je sais pas si c'est propre à l'Afrique, mais en tout cas, surtout en tant que jeune femme qui rentre dans la fin de la vingtaine, ou même parfois même, on va dire 25-30 ans, tu changes tout le temps de travail. De pays. Tu changes tout le temps de pays. T'es pas marié, t'as pas d'enfant. Alors là, limite, selon les croyances, on peut même penser que t'as un vrai problème et qu'il faut briser les liens. Il faut une délivrance. Non, c'est vrai. Alors que parfois, ça n'a strictement rien à voir avec les liens. Comme j'ai dit plus tôt, c'est une question de saison.
Et moi, j'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent en disant « Mais comment tu fais pour te sentir autant à l'aise et toujours t'adapter ? Et est-ce que tes parents te disent pas que t'es instable ? T'as pas des tantes qui parlent dans tes oreilles et tout ?» Alors, mes parents, non. Que Dieu les bénisse d'ailleurs, parce que eux me laissent vraiment faire. Mais c'est vrai que la famille, le regard des gens, ils vont toujours commenter. Mais comme elle a dit, il faut vraiment être sûr de soi et sûr de son plan. Je vais encore parler de Dieu, mais sûr du plan que Dieu a pour toi. Et une fois que tu es vraiment droite dans tes bottes et que tu as vraiment confiance en toi, une reconversion, ça peut pas être un échec. Parce que tu te dis, c'est la fin d'une chose et il y a un commencement ailleurs. Donc moi, j'ai vraiment jamais ressenti le fait de changer de pays, de changer de métier comme un échec. Pour moi, c'était une nouvelle opportunité et une plus grande richesse, en fait. Ça. En tout cas, ça, c'est mon avis. Je sais pas pour vous, les filles. C'est ce qui t'a permis de devenir coach. Exactement. Voilà, tu vois, exactement. donc le fait de changer de métier, ça me donne plus d'ouverture et plus de compréhension envers mes clients en coaching. C'est vrai. Séphie, toi, je pense que quand tu as fait ton accouchement toute seule, t'as pas, tu dis, Mazali Boma, elle est folle. Ouais, carrément, Et évidemment. surtout les Africains. Oui, moi je suis... Parce que je te mens pas, c'est une partie de toi que je connaissais pas. Du coup, je suis un peu choquée. Je te traite pas de folle, mais je suis un peu choquée, bien. tu vois. En fait, c'est bien d'être atypique aussi. Oui. Parce qu'en fait, moi, dans ma famille, je suis celle qui fait les choses toujours à part. Elle fait toujours les choses à nengenaye, en fait. Donc, je suis celle qui fait des accouchements à la maison. Je suis celle qui prend pas de médicaments, qui boit de l'argile, qui des huiles essentielles, des plantes. On va parler d'argile, hein. En fait, ouais, parce que c'est ma personnalité et Dieu m'a mis ce don-là. J'accompagne les femmes comme ça et les gens qui me suivent et qui m'écoutent et pour qui je change beaucoup de choses aussi pour elles, c'est parce que ça leur parle. Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, c'est plaire à personne. Donc en fait, moi je suis pas là pour convaincre, je suis juste là pour partager, transmettre les connaissances. Et puis si ça vous parle, tant mieux, parce qu'en réalité c'est ça en fait. Mais après voilà, et moi la reconversion, bon j'ai toujours été sage-femme, mais je peux parler de reconversion en tant qu'hospitalière. J'étais pro-hospitalière, pro-médicaments, pro-déclenchement. Je faisais accoucher une femme en 2 minutes avec les médicaments et tout. Mais en fait, non, c'est pas ça la vie. En fait, la vie, c'est la physiologie, c'est la nature, c'est tout ce que Dieu a fait. Tout ce que Dieu a fait est bon, en fait. Et là, on revient juste à ce qui était à 150 ans. Les Occidentaux sont arrivés, ils nous ont dit, allez, allonge-toi, mets-toi sur une table, écarte tes jambes et je regarde ton enfant. Mais attends, à quel moment, en fait, t'as besoin de regarder comment mon enfant sort? Est-ce qu'il peut pas sortir tout seul, ce gamin? Bah, en fait, si. C'est intéressant. Donc, en fait, ouais, voilà, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères n'accouchaient pas allongées sur le dos. Il faut leur demander si elles sont encore là. Mais normalement, non. Ouais, la mienne, en théorie. Je sais pas si j'oserais le faire, d'accoucher, on va dire, dans un cadre un peu moins hospitalier, parce qu'on a été vraiment conditionnés, en fait. C'est vraiment devenu une norme, en fait. Donc, je sais pas si j'oserais le faire, mais ça pousse à la réflexion, en tout cas. Alors moi, à partir du moment où ça te pousse à la réflexion, j'ai tout gagné. Ah. Parce que déjà, tu n'avais pas cette réflexion, et le fait de déconstruire, tu vois, en fait, là, on dit que l'accouchement fait mal, l'accouchement c'est dur, l'accouchement c'est cata, mais en fait, pas du tout. En fait, il faut se préparer. Non, mais en fait, il faut se préparer. Moi, les femmes, elles viennent, elles se préparent. Donc, ça veut dire que tu passes un diplôme, tu dois te préparer. Tu passes un examen, tu dois te préparer. Pourquoi pour l'accouchement, tu vas pas te préparer? À quel moment tu dis, je vais accoucher comme ça, sans préparation? Mais tu vas être traumatisé. Il faut se préparer. Parce que je me dis, accoucher à la maison, ok. Dans une baignoire, dans l'eau, ok. Mais seule... Bah, elle est sage-femme aussi, donc c'est son métier, là où elle a l'expérience, quoi. En fait, c'est pour vous dire que... C'est possible. Non seulement ça, après nous en France, ouais, c'est ça. Et puis en France c'est courant. Enfin c'est courant dans le sens où c'est pas si choquant que ça. Mais en fait c'est pour vous dire que le corps de la femme c'est faire et que t'as besoin de personne. Parce que même pour mon cordon c'est moi qui l'ai coupé. Parce que ou mon mari je me rappelle même plus. Mais en tout cas ce qui est mais sûr c'est que l'ignorance c'est pas bien. Mais Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Le cordon t'as besoin. Le cordon est long quand même. Il fait plus d'1 mètre. Si tu veux le couper tu le coupes. T'es allongé, tu le coupes, hein. C'est pas non plus un truc... Tu veux le couper, tu le coupes. Tac, vas-y, c'est bon. Ouais, mais en tout cas... Tout ça pour vous dire, les filles, que vous avez besoin de pas grand-chose. Un accouchement demande juste des mains et au pire des pinces et des ciseaux, c'est tout. Moi, j'ai mes pinces et des ciseaux dans mon sac. Partout où je vais, j'ai juste besoin de ça. Il y a une femme qui accouche, je m'arrête, je l'aide. Ok, super. Est-ce qu'il y a une femme enceinte dans l'établissement? Non, mais... C'est ça. Et puis, les hommes doivent être au courant de ça. Ici, on a trop mis les hommes à part par rapport à tout ce qui est féminin. Ouais, alors que non. Moi, les hommes dorment à la maison de naissance, accompagnent leurs femmes, ils sont présents. Comme en Europe, quoi. Il faut arrêter ce truc de stigmatiser, à part. Les hommes à part. Dans cette même atmosphère,
C'est pour vous dire que nous sommes au club Épicure et on a notre petite pause thé qui va commencer dans quelques minutes. Mesdames, vous êtes particulièrement en beauté ce soir. Beaucoup d'allure, Merci, Anaya. féminité. Oh, merci. Je te retourne le compliment. Alors, en parlant de féminité, Google dit que la féminité est l'ensemble des caractères morphologiques, psychologiques et comportementaux spécifiques ou considérés comme spécifiques aux femmes, mais aussi l'ensemble de caractères stéréotypés, j'ai vraiment écrit ça, enfin j'ai vraiment pris ça, correspondant à l'image sociale traditionnelle des femmes. Vous voyez, mesdames, excusez-moi, la société nous impose une forme de conduite. La façon dont nous devons nous vêtir pour attirer l'attention. Elle nous montre une façon erronée dont nous devons prendre soin de notre fleur vaginale ainsi que de notre mental. Oui, j'ai dit ça dans la même phrase. Parce que pour moi, tout est lié. Stéphie, tu es maman. De combien de filles? 3 enfants, 2 garçons et une fille. Ok, d'une fille. Donc, à quel âge est-il conseillé de parler à sa fille de son hygiène? Par hygiène, tu vois ce que je veux dire. Le plus tôt possible. C'est-à-dire? Dès qu'elle est en âge de comprendre, en fait. 2 ans? 2 ans? Ouais, 2 ans. Ça commence... plus ça commence tôt, mieux c'est. Et ouais, 2 ans, c'est bien. 2 ans, c'est bien parce qu'on comprend beaucoup de choses. Hein. On sait dans quel sens on doit s'essuyer. Ça, c'est vrai. Et du coup, en fait, si l'enfant commence à avoir des bons réflexes dès le plus jeune âge, et ben en fait, ça va vraiment limiter beaucoup d'infections plus tard, déjà d'une manière générale. Ma deuxième question est, à partir de quel âge faut-il commencer à consulter un gynécologue ou une sage-femme? Ah, alors ça, le plus tôt possible. C'est-à-dire? Je rigole. Là, Stéphie, tu commences à abuser. On peut rester sur les 2 ans. Laisse les enfants tranquilles. Une sage-femme, bon déjà, je tiens à préciser qu'une sage-femme, en tout cas maintenant, à Kinshasa, pour celles qui nous suivent, elle peut faire du suivi gynécologie, grossesse, accouchement et après l'accouchement, ok? Donc ça veut dire que tout le monde devrait avoir une sage-femme dans sa vie en vrai. Dans les autres pays, c'est pas comme ça? En France, c'est comme ça. D'accord. En Belgique, elles font pas tout. Parce que moi, je fais les échographies, par exemple, ça C'est dépend. vrai que je penserais pas à aller chez une sage-femme Exactement. à part pour Voilà. l'accouchement. Alors qu'en fait, on est médical, donc on fait aussi ce suivi-là. Et si vous voulez, tout le monde devrait avoir une sage-femme dans sa vie de au moins 18 ans jusqu'à la ménopause, parce qu'en fait, on suit toujours les femmes. Et s'il y a vraiment une pathologie, on oriente vers le médecin. Mais quand tout va bien, voilà, vous pouvez voir une sage-femme sans problème. Et du coup, moi, je dis, à partir du moment où déjà la jeune fille a ses règles, parce qu'elles ont leurs règles de plus en plus tôt, et souvent c'est très tabou pour les mamans, donc déjà, vous pouvez emmener voir une sage-femme, la jeune fille, donc en fonction de l'âge, 10, 11, 12 ans. Et après, une fois qu'elle a ses premiers rapports sexuels, et déjà même à 18 ans, en fonction des rapports, enfin en fonction de l'âge des premiers rapports, et déjà à 18 ans, si elle n'a jamais consulté, c'est bien aussi quand même. Parce qu'on commence beaucoup de prévention gynécologique autour de tout ce qui est cancer du sein, sachant que les cancers du sein, les femmes noires sont plus à risque et de plus en plus tôt. Donc on commence déjà la prévention très rapidement. C'est bon à savoir, hein. Ça, c'est aussi un deuxième mini-débat. J'aimerais avoir votre point de vue sur la féminité 2.0, surtout en tenant compte de la définition. Et ensuite, tout n'est pas à prendre, comme tout n'est pas à rejeter. Donc, qu'est-ce que vous prenez et qu'est-ce que vous rejetez sur cette féminité 2.0? Qu'est-ce que tu entends par féminité 2.0? Les stéréotypes. Ok. Tu vois, je vois. En fait, ça englobe un peu tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dira que... J'allais donner un exemple, mais je préfère ne pas le donner. Quoique, je peux mâcher mes mots, on va dire. Le BBL, par exemple. Tu vois, je dis ça comme ça, je le jette comme ça. J'ai juste mis ça comme ça, c'est un exemple. Toi, tu le voyais comment, par exemple? Mais pour moi, en fait, allez, on va dire que c'est vrai que de nos jours, la société nous impose une définition un peu assez rigide, en fait, de la féminité. Pour moi, je le vois plutôt dans le sens où on doit parler d'une certaine manière,
être douce, s'habiller d'une certaine manière, se maquiller, etc. Voilà, exactement. Ne pas rire trop fort. Voilà, exactement. Et du coup, ça peut constituer une certaine forme de pression sociale pour certaines femmes. C'est vrai, je le conçois. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres femmes qui se plaisent à parler d'une certaine manière, s'habiller d'une certaine manière. J'aime. Pareil. Non, mais voilà, tu vois, je pense qu'il y a des femmes vraiment qui s'y plaisent, en fait, dans cette définition 2.0, comme tu peux dire, de la féminité, rester toujours très comme ci, comme ça. Je pense que le tout, en fait, c'est de trouver le juste équilibre entre ce qui vient de toi et ce qui constitue un peu une injonction sociale, en fait. Est-ce que tu te maquilles comme ça parce que tu aimes ou parce que tu as peur du regard des autres? Est-ce que tu portes ce vêtement parce que ce vêtement-là, il te plaît vraiment ou parce qu'il est socialement valorisé? Je pense qu'il faut vraiment trouver le juste équilibre et voilà, chacun peut avoir un peu sa propre définition de la féminité et doit s'adapter en fait dans l'équilibre en fait. Comme moi, je vois plutôt les choses comme ça en fait. Pourquoi en fait j'ai parlé du BBL? C'est parce qu'en fait, il disait aussi dans la définition la morphologie. Ok. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne s'acceptent pas parce qu'elles sont ceci, elles sont cela, et parce que la télé ou les médias nous donnent une autre face, une vision déformée en fait. Exactement. C'est vrai, et les hommes, ils renforcent cette idée. Moi, je suis très fine. La jante masculine, je suis très fine et j'ai peut-être pas le corps de la femme africaine. Et je sais qu'en étant plus... Hein je sais qu'en étant plus jeune, j'ai eu beaucoup de remarques par rapport à ça et même en grandissant, quand je dis mon âge, on va dire « Ah, mais t'as pas le corps d'une femme, t'as pas le corps de... » Tu vois? Et du coup, en tant que femme, tu peux te mettre en tête que si j'ai pas cette forme-là, je ne suis pas une femme. Ça si crée j'ai des pas complexes. Exactement. Si je ne me maquille pas, je suis peut-être pas féminine. Tu vois? Et c'est des choses que la société, mais les hommes, qui y renforcent aussi. Donc, je pense que en tant que femme, malheureusement ou heureusement, on a quand même un travail de détachement à faire, de vraiment se trouver dans tous ces stéréotypes et ces croyances et vraiment se détacher de ces croyances limitantes, j'ai envie de dire. On m'a dit qu'il y a aussi, c'est même dans ce genre de choses qu'il faut aussi trouver son milieu. Exactement. Son jeu, exactement. Oui. Et en fait, quand tu parlais de féminité, moi je pensais aussi à autre chose si on enlève tout ce qui est maquillage et vêtements. Je pense beaucoup au lâcher prise. Parce que personnellement, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et au plus je lâche prise, au plus je me sens féminine. En fait, quand je pense à la féminité, je sais pas, je vois une femme en train de se balader. Vous voyez un peu de ce... Mais en fait, cette légèreté. Dans le bon sens. Ouais. Exactement. Si je peux rebondir là-dessus, Stéphanie, c'est vrai que moi aussi, je pense que la féminité, ça se réduit pas juste à un code vestimentaire, à une façon de s'habiller. C'est aussi c'est une énergie, c'est une présence, c'est une attitude. C'est la confiance que tu as en toi, l'authenticité que tu dégages, ton expression corporelle, ta posture, tu sais, ta manière d'occuper l'espace, tout ça, ça renforce la féminité en fait. C'est pas uniquement la manière que tu as de t'habiller ou de te maquiller, tu vois, c'est vraiment toute une gestuelle en fait, je pense, qui vient vraiment impacter ta féminité, tu vois. Ouais, et ça c'est vrai parce que il y a beaucoup de femmes qui sont très belles, mais c'est des coquilles vides en fait. Et en fait, c'est là où on voit que le paraître, en fait, c'est l'apparence, en fait, tu vois. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur corps. Et moi, je dis toujours que l'utérus, c'est le centre de ton corps, c'est le centre de ton énergie. Tout est lié. Tout est lié. Il n'y a pas de... T'as mal à la tête, on te donne un Doliprane, en fait, ça te calme. Non, tout est lié. Si t'as mal à la tête, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait que tu as mal à la tête. On peut pas, en fait, dissocier les symptômes sans mettre en synergie, en fait, tout ça, quoi. Et donc, du coup, une femme... qui n'est pas bien dans son corps, donc dans son utérus, ses ovaires, etc., elle va pas être bien aussi, elle va pas avoir une confiance en elle extrême parce que son utérus souffre. Et si son utérus souffre, c'est que son corps souffre. Et que si son corps souffre, sa tête souffre. Bref, c'est un ensemble en fait, tu vois. Donc du coup, l'utérus c'est le deuxième cœur de la femme hein, quand même. Donc si elle va pas bien, c'est que d'office, son utérus, il y aura des fibromes, il y aura des kystes, c'est trop il y aura des intéressant, douleurs de règles, il y aura des saignements abondants. Enfin, voilà. Donc tout n'est pas dans le paraître. Non mais si je peux rebondir, bon après c'est un peu, mais concernant le lien entre le mindset et les règles douloureuses, personnellement je l'ai vécu et c'est pas les médicaments qui m'ont aidé, mais c'est vraiment le fait de faire un travail sur moi.
Très bien. psychologie, kinésiologie, et ça m'a totalement, du jour au lendemain, j'ai plus de règles douloureuses. Et limite, j'y croyais pas, je me disais non, il y a un problème, Ouais. c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est réel. Ouais, les médicaments ne servent absolument à rien. Mm. Surtout quand c'est utérin. Parce que Bon, tout est émotionnel, J'irai pas relationnel. jusque-là, mais... Non, mais c'est vrai parce que de toute façon, ok, t'as des douleurs de règles, ok, tu te plies en deux. Pourquoi tu te plies en deux déjà? Parce que c'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles. Donc déjà, il faut trouver la cause de pourquoi tu as mal. Et quand tu auras trouvé la cause, déjà, c'est déjà beaucoup. Déjà, c'est une avancée. Et après, on travaille sur ça. Et quand tu auras travaillé sur ça, tu verras que les médicaments ne servent à rien. C'est comme la pilule. Quelqu'un qui a mal au ventre ou alors qui souffre d'endométriose, maladie utérine, elle va chez le médecin lui donne la pilule. Tenez madame, ça va vous calmer. C'est un pansement. Ça règle pas le problème qui a causé ça. Donc en fait, je répète, et vraiment, ça sert absolument. Les médicaments ne servent à rien. La cause est plus profonde. Tout ce qui est utérin, c'est pas le médicament qui va arranger ça. C'est la cause émotionnelle, relationnelle qui a causé ça. Ça, Même pour l'endométriose. surtout pour l'endométriose. Sérieux? Ah mais ouais. Ok. Hmm. Waouh. Peut-être rien à voir, mais tu peux nous parler un peu du syndrome SOPK? Pareil. Dans le même lot. Émotionnel SOPK, aussi. émotionnel, relationnel, donc énergétique. Donc c'est-à-dire que SOPK, endométriose, adénomiose, absence de règles, douleur de règles, règles irrégulières. Stéphie, t'es en train de nous faire une préconsultation là en fait. Ouais, vous avez, ouais, il allez, faut on aller, s'arrête là. il faut aller au cabinet s'il vous plaît. Allez la voir s'il vous plaît. Sia, tu as écrit adopter un que j'ai style en harmonie avec votre personnalité et vos objectifs n'est pas seulement une question de mode, mais aussi une stratégie de communication et de développement personnel. Cela permet d'établir une image cohérente et authentique. Oui, j'ai vraiment tout noté. J'ai écrit ça, moi? Oui. Ouvrant la porte à de multiples opportunités. Peux-tu nous en dire plus? Mais aussi, je termine. Quand tu nous regardes, nous trois, qu'est-ce que nos tenues véhiculent? Est-ce qu'elles te parlent et qu'est-ce qu'elles disent? Tu peux prendre une d'entre nous. À toi. Ok. Alors moi, il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que vous êtes votre propre carte de visite, en fait. Il n'y a pas longtemps, j'avais partagé quelque chose qui disait « Vous êtes vu avant d'être entendu ». Il faut savoir que lors d'une première interaction avec quelqu'un, lors d'une première conversation, votre interlocuteur, il va uniquement retenir 7% de votre discours. Par contre, il va se baser à 55% sur votre image pour se faire une opinion de vous. Quand je parle de votre image, je veux dire tout le langage non verbal, en fait. Tout le langage non verbal, c'est-à-dire de manière consciente ou inconsciente, vos mimiques, votre posture, la manière dont vous êtes habillé, vos accessoires, votre coiffure. Alors, moi, je pense que déjà, s'habiller stratégiquement, ça permet d'influencer de manière positive cette première impression qu'une personne se fait de vous. En résumé, celui qui mise tout sur son discours et qui néglige son image rate des opportunités. Tu rates des opportunités. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses et c'est ce que je regarde. Il y a des études qui sont fondées sur ça. Enfin, il y a des études, voilà. Il y a des stats. Il y a des stats. Des stats. Il y a des stats, voilà. Femmes et hommes confondus, oui. Je viens d'expliquer un peu en d'autres mots ce que j'avais publié plus tôt. Ok. Donc la question c'était aussi choisis une d'entre nous et décris. Enfin, je sais pas si je le dis bien. C'est en fonction de notre Ou ce qu'elle voit à travers exactement, notre à travers notre présentation. Là tout de suite. Tu peux. Oui. Je sais, c'est aussi une préconsultation, les amis. Donc. Bon, alors déjà, il faut savoir qu'une personne, dans sa manière de se présenter, donc c'est en lien avec sa personnalité, ses aspirations, ses objectifs. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand je vois Stéphanie, on reconnaît le jeune cadre dynamique. On reconnaît le jeune cadre dynamique, voilà, on le voit donc. Mais on voit aussi l'aspect féminin que tu veux nous montrer, en fait, quoi. Toi-même, tu l'as dit plus tôt, tu es vraiment une girls, tu es une femme vraiment axée sur la féminité, etc. Et tu travailles aussi, je pense, sur ça dans ta vie de tous les jours. Et on le reconnaît donc par déjà aussi le type de couleur que tu portes. On voit ce petit foulard ici qui ajoute un aspect, un accessoire. Vous voyez, je vous dis, votre image, elle est influencée par vos accessoires. L'accessoire, le petit foulard, l'accessoire, le petit foulard accentue le côté féminin directement chez Stéphanie, en J'aurais fait. dû mettre un foulard.
Non, mais le foulard va aussi très bien en fait avec la coupe du vêtement qu'elle a porté en fait. Et donc c'est un peu là, tu te fais une idée de la personne en voyant un peu ce qu'elle porte en fait. Voilà. Tu es ta propre carte de visite. Exactement. En tout cas, mesdames, j'ai beaucoup aimé ce moment avec vous. C'est aussi pour montrer que je suis en train de chuter, nous sommes en train de chuter. Comment se jeter dans l'inconnu dans le monde professionnel? Comment et à quelle fréquence consulter votre sage-femme? Comment allier le pouvoir du style comme outil de confiance en soi? Retrouvez-nous pour la 5e édition du Fit Brunch le 29 mars, lors de ce merveilleux panel avec ces femmes fantastiques. Merci beaucoup, mesdames, pour votre présence. Avec plaisir. Merci à toi, au Naya. Club Épicure pour cet accueil chaleureux et ce service de qualité. Merci à Kimway Consulting pour ce second podcast et j'ai hâte de vous voir. Je vous fais des bisous.